Salut et bienvenue dans une vidéo sur les chats qui ne va pas parler de chats. Bien le bonjour les trilobites, et tout d'abord merci à vous, grâce à vous on a atteint les 100 000 abonnés sur la chaîne, et du coup je me suis dit que pour le cas ça aurait été une bonne idée de faire une vidéo sur les trilobites, mais j'avais aussi dit que je voulais faire une vidéo un petit peu plus légère que les deux dernières qui m'ont demandé pas mal de boulot, sauf que les trilobites c'est pas un sujet facile, mais alors pas du tout. Du coup je me suis dit que j'allais plutôt taper dans ma liste d'animaux actuels que je veux présenter depuis le début de la chaîne, et justement pour l'un d'entre eux, eh bien j'ai trouvé la bonne occasion. Et oui, il n'y a pas longtemps, c'était la journée du chat, enfin en tout cas quand j'avais commencé à écrire le script. Et du coup, comme il y a pas mal d'infos qui sont sorties dessus, je me suis dit c'était la bonne occasion. Sauf que, comme je l'ai dit, en fait ça n'a pas de rapport avec le chat, mais en fait un petit peu si, mais un petit peu... Bon, vous avez vu le titre de la vidéo de toute façon, donc c'est une bonne raison de la regarder jusqu'à la fin. Mais d'abord on va commencer par le commencement, c'est-à-dire une petite présentation rapide. Je vous présente la Jeunette, orthographiée correctement, parce que si vous l'écrivez comme ça, ça veut plus dire la même chose, mais ça parlera plus aux youtubeurs. Son nom complet, ça donne la Jeunette commune, Jeunetta de son petit nom scientifique, ou encore Jeunette d'Europe tout simplement, parce que oui, on peut l'observer par chez nous. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous la connaissiez ou pas, peut-être si vous en avez déjà vu dans la nature, si c'est le cas, eh bien vous avez de la chance parce qu'elle est rare, mais vous allez voir que son histoire est très particulière. C'est reparti. Bon, on va un peu se pencher sur son apparence. Tout d'abord, on voit qu'elle est très mignonne, c'est vrai, et elle vous fait peut-être penser à un chat dans sa morphologie générale, et pourtant elle ne fait pas partie des félins, mais d'une autre famille plus ancienne, les Viverridae. Ils sont caractérisés par une taille moyenne, donc comprenez 1 m, 1 m 50 avec la queue faisant la moitié, des pattes plutôt courtes qui correspondent bien à leur mode de vie principalement arboricole, et des grands yeux allant avec un mode de vie nocturne où ils chassent des petits animaux, sans doute pas mal de rongeurs, ce qui sera lié à la suite de la vidéo. Mais d'abord, je vous présente aussi l'excentrique de la famille des Viverridae, le bintourong ou bintourong, je sais pas trop comment ça se prononce, mais vous pouvez aussi l'appeler le chat-ours qui vit dans les forêts tropicales du nord de l'Asie et qui est un peu plus gros que les autres puisque lui peut aller jusqu'à 20 kg, qui a la même tête que moi quand je viens de me réveiller et qui fait partie de la grande famille des carnivora. Et pourtant il est principalement frugivore, donc amateur de fruits, avec des petits encarts de petits animaux par-ci par-là quand il en a l'occasion. Et son urine sent le popcorn. Et c'est vrai, parce que je me rappelle dans un parc animalier j'en avais vu, enfin pas la bestiole en elle-même puisqu'elle passe son temps à dormir, mais en tout cas son enclos empestait le popcorn. Maintenant je sais pourquoi, donc je sais pas trop ce que vous pouvez faire de cette information, mais au moins vous le savez. Et c'est aussi chez les Viverridae qu'on retrouve la civette, qui est très mignonne, oui, mais aussi mignonne soit-elle, c'est sans doute sa viande qui est à l'origine d'une épidémie de coronavirus en 2002. Mais bon, 2002, c'était il y a 20 ans, maintenant on sait très bien que manger des animaux sauvages ça peut conduire à ça, on n'est pas assez con pour recommencer, Bon, sinon les Viverridae sont intéressants paléontologiquement parce que leur morphologie ressemble pas mal aux animaux qui donneront entre autres les félins, qui vivaient il y a 160 millions d'années et qu'on appelle les Myacidés. C'est pour ça je pense qu'on les représente ainsi, avec souvent les motifs typiques des Viverridae tels que les rayures ou les points sur la robe, motifs qu'on retrouve sur pas mal de félins encore aujourd'hui. Alors encore une fois, ce ne sont pas les ancêtres directs, mais des animaux qui ont dû garder un semblant de morphologie et mode de vie de leurs très lointains ancêtres. Et grâce à eux, on a une bonne idée de leur histoire évolutive. Mais revenons au temps présent, au temps plus jeune, avec notre Jeunette. Ah, c'est drôle ça, jeune, la temporalité, jeune, Jeunette, là, c'est bien trouvé, Ok, bon je disais la Jeunette qui elle aussi a ses caractéristiques, à savoir un pelage tacheté sur le corps, une queue rayée et un museau fuselé lui donnant cette apparence si particulière entre la panthère, le lémurien et la belette, avec beaucoup d'imagination. Et du coup son apparence a posé quelques soucis aux naturalistes du XVIe siècle qui ont commencé à vouloir classer et donner des noms à peu près cohérents avec les connaissances de l'époque. Elle a dû passer par pas mal d'hypothèses, tantôt c'est un félin, tantôt un mustélidé, donc la famille des belettes, et malgré le fait qu'elle soit très discrète et peu visible actuellement, à l'époque elle intéressait beaucoup de monde et on va rentrer dans le vif du sujet directement en voyant pourquoi. Et du coup je vais poser une question à laquelle je vais répondre directement et développer après. Alors pour commencer, la Jeunette, eh bien on n'en a aucune trace fossilisée par chez nous, mais alors vraiment genre elle a jamais existé. Et pourtant on la retrouve représentée sur pas mal de tapisseries du Moyen-Âge. Pourquoi ? Eh bien on pourrait se dire tout simplement que comme elle est rare et qu'elle vit dans des milieux forestiers, niveau fossilisation c'est pas terrible, c'est vrai, mais la réponse est encore plus simple puisque la Jeunette d'Europe n'est absolument pas originaire d'Europe.
En gros, la jeunette qu'on connaît aujourd'hui dans nos forêts et qui est plutôt bien adaptée, puisque si on la trouvait principalement au sud de la France, sur le pourtour méditerranéen et au nord de l'Espagne pendant longtemps, et bien maintenant on la recense de plus en plus sur notre territoire et elle remonte petit à petit jusqu'en Bretagne. Ce qui est pas mal puisque la jeunette à la base est un animal qui se trouve surtout sur le continent africain. Donc pas trop le même environnement ni le même climat. Et pour être plus précis, grâce à la génétique moderne, on sait maintenant que la jeunette de chez nous vient d'une population qui se trouve au Maghreb près des côtes algériennes. Et ouais, ça fait un sacré voyage pour un si petit animal, on est bien d'accord. Ah ok, bah c'est bien, mais maintenant il faudrait peut-être savoir comment elle est arrivée ici, hein. Et spoiler, eh bien c'est pas la nage, hein. Non, pour savoir ça, on va faire comme on fait souvent sur cette chaîne, c'est-à-dire remonter le temps, non pas des millions d'années avant, ni des milliers d'années avant, mais juste quelques siècles avant notre ère. D'ailleurs, encore une fois, je préviens, alors autant quand ça touche à l'évolution et des animaux s'étalant sur des millions d'années, ça va, je gère. Par contre, quand c'est des périodes plus courtes et la civilisation humaine, là, je suis complètement largué, donc il risque d'avoir quelques petites erreurs. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est que de 1, eh ben, ça va me permettre d'approfondir un petit peu mes connaissances sur un sujet que je connais pas des masses. Et de 2, comme on va parler du Moyen-Âge, eh bien, je peux mettre des musiques d'Age of Empires 2. 3, 4. Et... parfait, cette musique passe nickel. Bref, notre jeunette était surtout populaire en Europe occidentale durant le 15e et 16e siècle, puisque c'est là qu'on en retrouve le plus représenté sur les tapisseries et d'autres œuvres de cette période. Dans les populations ayant les moyens d'avoir ce genre de choses, bien évidemment, hein, c'est pas Joe le paysan qui avait des tapisseries comme ça chez lui. Non, c'était plutôt chez les nobles et les bourgeois, chez qui d'ailleurs les noms Jean et Jeannette étaient courants, ce qui est peut-être à l'origine du nom Jeunette. Elle est plutôt bien représentée d'ailleurs, hein, on reconnaît bien le museau fuselé et la queue rayée notamment, et ça semble confirmé dans des textes qui la décrivent encore mieux. Et ça nous permet de ne pas la confondre avec ce qui aurait pu être des représentations de chats ou de belettes par exemple. D'ailleurs, contrairement à eux, vous allez voir que la jeunette bénéficie d'une bonne image, dans le sens d'un animal noble et presque angélique, hein, comme sur celle-là par exemple, où on lui a carrément collé des ailes. Alors c'est pas qu'elle avait des ailes à l'époque, hein, c'est bien pour représenter son côté protecteur presque divin plutôt. Au contraire par exemple de la belette qui était vue comme malfaisante car avec ses pattes courtes, elle avait l'air de ramper, donc reptile égale serpent, et serpent égale démon, vilain, grou méchant. Ève, la pomme, la tentation, le serpent, tout ça. Bref, elle est donc en Europe depuis ce temps, mais il faudrait remonter encore plus loin au XIIe siècle où les royaumes se foutaient royalement sur la gueule un peu partout. Et ça serait donc possiblement les Almohades de l'Empire musulman qui les auraient ramenés avec eux dans leur croisade. Peut-être aussi pareil dans l'autre sens, hein, quand les chrétiens ont fait le chemin inverse et ont ramené aussi des jeunettes avec eux puisque leur fourrure pouvait être par exemple pris pour butin de guerre. Et c'est donc depuis ce temps on pense qu'elle s'est installée par chez nous avec notre aide. Elle s'installera tellement bien que pendant longtemps elle est devenue un animal domestique. Tout d'abord pour protéger les récoltes des rongeurs, pour sa fourrure mais aussi, et c'est là que c'est intéressant, en tant qu'animal de compagnie. Et c'est là qu'intervient le titre de la vidéo parce que vous dites peut-être protéger les récoltes et tenir compagnie. Est-ce que ça serait pas le rôle d'un autre animal qu'on connaît bien? Et oui, notre bon vieux chat dont l'histoire de sa domestication remonte à bien plus loin puisqu'on pourrait remonter à pas loin de 10 000 ans avant Jésus-Christ pour trouver des traces de chats sauvages apprivoisés mais pas encore de domestication. En tout cas, il suivra l'homme dans bien des civilisations et sera bien souvent adulé et il n'y a qu'à penser à l'Égypte antique où il était carrément vu comme un dieu. Remarque, ça a pas trop changé j'ai l'impression. Il est aussi connu des époques peu reluisantes comme durant une partie du Moyen-Âge où il était tout simplement considéré comme diabolique et malfaisant et même accusé de propager la peste. Ce qui est un petit peu ironique hein, puisqu'on sait qu'elle s'est propagée avec les rats, ces mêmes rats qui devaient être plus tranquilles dans les villes sans l'un de ses principaux prédateurs, qui lui pendant ce temps était massacré sans vergogne avec l'aval de l'église à base de bûchers, mais je vous passe les détails. Si je vous dis la chasse aux sorcières maléfiques avec leurs balais et leurs chats, du coup vous comprenez mieux. Heureusement pour eux, arrive la Renaissance et le mode de vie à l'italienne où les chats sont très appréciés, notamment les siamois et les angoras qui trancheront un petit peu avec l'aspect chat de gouttière et chat noir qui pouvait gêner quelques siècles auparavant. Et c'est comme ça que petit à petit la jeunette lâchera son statut d'animal de compagnie préféré, sans doute aidé aussi par le fait, et je n'avais pas encore parlé, de sa forte odeur. Et elle trouvera comme ça son statut d'animal sauvage naturalisé jusqu'à devenir un animal typique de certaines régions françaises. Et donc voilà comment un petit animal venant d'Afrique du Nord a failli remplacer le chat domestique pendant le Moyen-Âge. Ah et petit truc marrant, hein, le chat comme la jeunette peuvent ronronner, hein, donc c'est peut-être un caractère hérité de leurs lointains ancêtres miacidés. Par contre, quel peut être le rôle évolutif du ronronnement? Aucune idée.
Après, pour revenir un petit peu sur le mode de vie de la jeunette et pas que européenne, et de pas mal de vivirinés en général, eh bien c'est à peu près le même que celle vivant sur le continent africain ou en Asie, c'est-à-dire un petit prédateur nocturne vivant dans les arbres et au tempérament farouche, avec aussi à peu près la même morphologie gracieuse et tout en longueur. Les principales différences entre les espèces étant surtout les motifs de leurs robes. Je voulais parler d'elle et surtout la jeunette d'Europe par rapport à son histoire un peu particulière, et j'aurai sans doute l'occasion d'en reparler si j'aborde le cas du chien viverin ou le fameux tanuki qui a à peu près une histoire similaire. Ou même si j'aborde l'évolution des mammifères carnivores durant le Cénozoïque, les premiers carnivoras ayant sans doute la même morphologie avant de se spécialiser vers les espèces que l'on connaît actuellement. Et comme d'hab, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais vu que les journées ne font que 24 heures, je ne préfère rien promettre. Comme d'hab, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs sur un animal aussi mignon qu'intéressant et un petit peu plus poilu que mes sujets précédents. Comme d'hab, si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à commenter, mettre des petites anecdotes sur cet animal-là ou même des idées d'autres animaux, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, le traditionnel pouce bleu, me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça. Et comme d'habitude, vu que je n'écris jamais la fin de mes vidéos, je ne sais pas comment la finir, du coup je vais dire mayonnaise. À la prochaine.